Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine et autour de la table aujourd'hui, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes Alexandra Carras-Cézéli, le directeur national adjoint du RNJ Tim Bouzon et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour ici. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, la Sainte Bagnole et les élections à Francheville. On commence avec ce tacle remarqué de Jean-Michel Aulas cette semaine, l'ancien président de l'OL qui a visé les écologistes, se plaignant des embouteillages à répétition, des chantiers qui pullulent dans l'agglomération. Selon lui, un tweet réalisé mercredi, quelques heures avant de se retrouver face à face avec Grégory Doucet à l'hommage fait à René Richard. Alors Jean-Michel Aulas a déjà annoncé qu'il ne serait pas candidat l'année prochaine. Et pourtant, alors que l'opposition peine à s'unir et surtout à trouver une figure crédible, charismatique, est-ce que Jean-Michel Aulas ne serait pas l'homme providentiel pour un défi qui semble de plus en plus impossible, à savoir challenger, voire renverser les Verts? Alexandra. Alors, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça élèverait le match des municipales de la Ligue 2 à la Champions League. En tous les cas... Belle métaphore. N'est-ce pas? Je sais que ça allait vous plaire. En tout cas, ça pourrait plier le match. Elle n'est pas qualifiée cette année, mais bon. Oui, d'accord. Mais en tous les cas, pour quelqu'un qui a fait autant pour cette équipe de foot, à la fois masculine et féminine d'ailleurs, parce que j'en profite pour rappeler que ça a été aussi lui qui a misé sur les femmes à un moment où personne ne misait sur elles. Enfin, en tous les cas, voilà, ça aurait peut-être beaucoup d'allure et en tous les cas, peut-être que ça permettrait de rehausser le niveau. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a définitivement un besoin criant de figures un peu emblématiques qui puissent un peu se préoccuper de ce débat lyonnais. En tous les cas, moi, pour avoir la chance de fréquenter beaucoup de Lyonnais, d'aller à leurs rencontres et de travailler sur pas mal de choses, je vois qu'il y a un besoin, en tous les cas, un rejet assez fort de la classe politique, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément toujours justifié. Mais en tous les cas, il y a un besoin on sent, de gens, en tout cas, qui ont une vision pour leur ville. Et effectivement, il fait partie de ces grandes figures, lui comme d'autres, qui pourraient au moins être intéressants d'avoir autour de la table d'un débat public de qualité. Romain. Oui, alors, bon, effectivement, ça peut pas être lui, parce qu'il est beaucoup trop âgé et ça le disqualifie, ça. Je pense que je pense pas que ça le disqualifie, mais lui, je pense que ça l'empêche de se qualifier lui-même. Il a aucunement l'intention d'aller prendre un poste de 6 ans, alors il aura, je pense, 77 ans au moment de l'élection. Enfin, ce serait complètement déraisonnable. C'est un poste extrêmement exigeant physiquement, le poste de maire. Mais c'est quelqu'un qui est quand même un peu dopé à l'adrénaline des affaires et qui a besoin d'être toujours occupé. Oui, vous avez tout à fait raison, mais l'occupation qu'on a en tant que maire, ça doit être 80% de réunions ennuyantes à mourir, et puis après, on vous réveille la nuit parce qu'il y a eu un truc. Donc, je veux dire, quand vous avez 80 ans, je pense que vous avez envie de vous doper un peu à autre chose. Peut-être, je sais pas, les Netflix, des trucs comme ça. Les Bahamas. Oui, les Bahamas, voilà. Mais c'est pas vraiment... Donc, mais après, effectivement, le fait que ça soit un tweet quand même assez anodin agite autant, ça montre effectivement qu'il y a quand même un espace à droite à occuper, quoi. C'est pas la première fois qu'il tweet. Tout à fait, et c'est toujours ça. Raphaël, sur Jean-Michel Aulas. Oh bah voilà, c'est un vieux fantasme de la droite. On a toujours entendu parler d'une candidature de Jean-Michel Aulas. En général, il faisait courir ce bruit-là quand il avait des choses à défendre, à vendre, pour faire peur un peu à Lyon, et puis finalement négocier avec Gérard Collomb. Là, je ne crois pas qu'il ait grand-chose à négocier. Je pense qu'effectivement, ce serait pas ce que ça prouve, c'est surtout qu'il y a un grand vide à droite, et que pour l'instant, il n'y a pas... Même si Pierre Oliver s'agite un peu, même si Emmanuel Amelin s'agite un peu, pour l'instant, Béatrice de Montier aussi. Ah voilà, Béatrice de Montier aussi, mais est-ce qu'il va la citer? Et Christophe Marga. Alors celui-là ne s'agite pas tant que ça. Non, il s'agite un peu moins. Il est encore avec le collectif, là j'ai vu... Ah ok, alors, il est encore un tout petit peu frémissant. Il bouge encore frémissant, un peu, frémissant. Mais pour l'instant, effectivement, la droite, elle n'est pas incarnée à Lyon, et donc ce fantasme-là, il révèle ce vide-là. Voilà, aujourd'hui, je pense que non, ce serait pas je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais ce ne serait pas un bon candidat. Je ne pense pas qu'il gagnerait. Il laisse effectivement, alors c'est son point, finalement, le point sur lequel il va se retrouver avec Grégory Doucet, ça va être le développement du sport féminin. Pour le coup, Michel, ça fait beaucoup là-dessus. Mais bon, à l'OL, la situation qu'il laisse, elle n'est pas idéalisée par les supporters aujourd'hui. Hein. Il a fait une bonne affaire, lui. Il l'a vendu à des financiers américains. Il s'est bien enrichi, du coup, sur la construction du grand stade. Et l'OL n'est pas une situation tout à fait reluisante. Alexandra, vous vouliez rebondir? Non, je voulais rebondir parce que
on peut réduire à ça, mais enfin, pardon, quand même, c'est quelqu'un qui a eu une vision incroyable pour sa ville. Après, qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas spécialement supporter de Jean-Michel Aulas. Moi, je suis observatrice de la situation. C'est quelqu'un qui a eu la vision de faire un grand stade à une époque où on n'était qu'à Gerland et qu'il fallait effectivement, il voulait se doter d'infrastructures sportives de taille de métropole européenne. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision pour sa... À l'époque où Lyon était tout le temps champion de France, on a dit il nous faut un grand stade pour être champion d'Europe. Depuis, ça va moins bien. C'est avoir une vision pour sa ville et de l'envergure. C'est quelqu'un qui a porté la vision du sport féminin de haut niveau à un moment où personne ne misait de l'argent dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de ces grands dirigeants d'industrie, mais grands politiques, comme Gérard Collomb a pu l'être aussi. Des gens qui ont une vision. Voilà, c'est ce qui manque aussi aujourd'hui cruellement à Lyon. Tim, simplement sur Jean-Michel Aulas, au final, il n'a pas dit des choses très nouvelles sur les écologistes. Hein. C'est un discours qu'on entend depuis un moment, mais là, ça prend une envergure qui est assez impressionnante. Ça en dit long quand même sur le profil du personnage. Je rejoindrai ce que disaient Raphaël et Alexandra à l'instant, c'est qu'au final, Jean-Michel Aulas, sur le côté fantasme, c'est un peu le Gérard Collomb de droite que tout le monde aurait voulu avoir depuis longtemps. Au final, ce qu'il a dit dans ses tweets, c'est ce que tout le monde pense, c'est qu'en fait, Lyon est en train de devenir la capitale de l'insécurité, la capitale des tags, la capitale des embouteillages, et ça, tout le monde le partage. Donc, c'est pour ça que les gens s'imaginent, étant donné qu'il y a un grand vide, qui pourrait le remplacer, mais bon, effectivement, ça s'arrête plutôt là. En revanche, moi, j'observe quand même le mépris des écologistes, parce que Lugenstrass qui lui répond « Occupez-vous de sport ». Enfin, je veux dire, franchement, c'est pas du niveau d'un débat de qualité. On peut pas sans arrêt réduire les gens qui ont une vision ou qui ont un avis, ou qui mettent un avis, même s'il ne fait pas plaisir, à occupe-toi de ce qui de ton petit secteur, sous-entendu, reste cantonné dans un jeu et une dimension qui n'est pas la tienne. J'ai eu la même réaction quand Gérard Collomb avait tweeté depuis les bouchons. Vous avez renvoyé ce côté un petit peu boomer. Surtout qu'on pourrait lui répondre, occupez-vous de Lyon au final, parce que en fait, c'est aussi... Romain ? Oui, non, mais après la réaction de la mairie, je pense que le fait qu'ils organisent une réaction, c'est aussi le signe que ça les intéresse quand même de dialoguer avec lui. Parce que, évidemment, Valentin Lugenstrass, même s'il a joué en mobilité, il était en aucun cas obligé de répondre au tweet. Et donc, il donne, enfin, c'est le fameux effet Streisand. Après, il a un pouvoir de nuisance aussi, potentiellement, Jean-Michel Aulas. Il connaît beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, de nuisance pour les écologistes, mais d'influence pour un combat qu'il pourrait mener. C'est pas forcément un mauvais adversaire pour les écologistes, hein, au contraire. Ça peut être une figure qui mobilise leur camp. Donc, Moi, je pense qu'il n'a pas de temps. Enfin, ils ont bien vu plutôt l'idée de dire dialoguons avec cet homme-là et opposons-nous à celui-là, parce que c'est quand même pas. Politiquement, c'est pas très dangereux, quand même. Même s'il a un pouvoir de. Mais ce que dit Raphaël est intéressant, ça veut dire qu'il peut représenter cette figure âgée, un peu cramponnée au Lyon d'antan, la finance, c'est ça que vous dites, et puis aussi potentiellement pas des magouilles, mais en tout cas des choses qui ont été faites avec Gérard Collomb. Avec une volonté des Lyonnais de tourner une page quand même. Donc là, oui, il incarne aussi cette époque-là, et qui a plutôt réussi aux écologistes aux dernières élections. Oui, c'est quand même intéressant. C'est pas mal. C'est intéressant pour Valentin Lugenstrass de dire oui, on se parle. Donc moi, je suis un adjoint. Il parle tout seul, Valentin Lugenstrass. Oui. Mais non, il parle pas tout seul puisqu'il répond à. Oui, mais Jean-Michel Aulas lui a pas répondu. Après, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. La Lyonnais du 69 qui a répondu sur Twitter compte autant que Valentin Lugenstrass. Non, mais attendez, il y a 10 ans, il faisait la même chose, Aulas. Il prenait un tweetos qui avait 60 followers. Qui avait rien à voir. Enfin, si, qui disait non, mais c'était pas la bonne défense. Et là, il fonçait dessus avec son 2 millions de followers. Et il écrasait ce pauvre garçon. Donc il garde un peu ça. Sauf que là, Valentin Lugenstrass, c'est pas tweetos du 69. Jean-Michel Aulas reste aussi proche des politiques. Moi, j'étais au vœu, par exemple, de la commune de Dessines-Charpieu. Il était là, il était présent, il a bien parlé à Madame Fautra. Donc, effectivement, il joue, je pense, aussi ce double jeu pour inquiéter un petit peu, même si au final, oui, il n'ira pas. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet qui concerne le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon qui a publié ce jeudi les résultats de sa concertation citoyenne au sujet des chantiers que dénonçait justement Jean-Michel Aulas. Et si la méthodologie diffère évidemment d'un sondage qui est fait dans les règles de l'art, on constate que ce qui crispe tout le monde en ce moment, eh bien, c'est la place qui est laissée à la voiture. Est-ce que les élections de 2026 seront, selon vous, une opposition entre ceux qui veulent que la bagnole retrouve toute sa puissance, toute sa splendeur, et puis ceux qui veulent l'envoyer à la casse? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le passage d'un système où il y a beaucoup de place pour la voiture à un système où il y aura beaucoup moins de place pour la voiture, cette transition-là est très 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 dure à faire, à vivre pour tout le monde.
Et Elle n'a pas commencé avec les écologistes. Hein. ah non, Non, mais elle est très facile à faire dans les faits. Vous bouchez les voies de circulation. Par contre, c'est dans la transition des modes de transport des gens qui est plus difficile. c'est facile à faire quand vous finissez par avoir des contrats et que vous mettez des grosses machines au milieu de la rue. Oui, mais ça c'est facile. C'est facile à faire, mais ce que vous prenez en tant qu'élu, ça ne doit pas être tous les jours très facile. Je me souviens très bien d'avoir parlé avec un élu de la majorité qui disait « Moi, je vois très bien où on va. » Il habite dans un des endroits horriblement impactés. Je l'ai vu. Et il dit « Je vois très bien où on va. » Donc, je vois pourquoi on supporte ça. Mais les gens qui ne voient pas du tout où on va, c'est insupportable. Donc, effectivement, la transition est pénible. Raphaël? Vous pouvez dire à peu près la même chose à l'époque de Michel Noir, qui voulait faire sauter le bouchon et qui, sur l'époque du centre, tout le centre-ville, on se garait place des terreaux, on tournait autour de la place des terreaux en voiture. Ils avaient créé des sens de circulation uniques. Donc on ne pouvait plus aller dans les deux sens. C'était l'émeute à Lyon, on ne pouvait plus rouler, etc. Et en fait, surtout les maires qui ont succédé depuis ont progressivement enlevé des voitures. C'est pas spécifique à Lyon, c'est à un moment donné logique. Les villes ont été construites pour la voiture, en les densifiant, ça devient insupportable pour les piétons, et partout dans le monde, les centres-villes se libèrent progressivement de la voiture pour redonner de l'espace de vie aux habitants. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, enfin, ce qui est triste finalement pour la vie politique, c'est que ça devient une opposition politique entre des situations centre-ville, périphérie, où les réalités ne sont pas les mêmes. Alors, on va dire peut-être que Gérard Collomb, lui aussi, il a libéré quand même, enlevé pas mal de voitures du centre-ville, notamment les berges du Rhône, évidemment. Mais il le faisait, lui, avec un discours qui consistait à dire qu'il ne le faisait pas. C'était un peu, il le faisait un peu malgré lui. Les écologistes ont un discours qui est plutôt de l'assumer. Ce que ça change, c'est qu'ils vont peut-être un peu plus vite, un peu plus loin. Enfin, c'est juste la vitesse de la transition qui change, mais la réalité, elle était déjà engagée. C'est pas un changement de fond finalement si profond. Mais par contre, ce que ça a comme effet, c'est que dans les territoires extérieurs, où là, la voiture restera nécessaire, toujours, parce que quand on habite dans l'Ain, on n'aura jamais les transports en commun qui permettront aux gens de se passer complètement de la voiture. Ça fait un discours qui est totalement inaudible. Et du coup, il y a des clientèles politiques qui se créent, chacun sur des positions irréconciliables, alors qu'en réalité, ce sont des situations qui n'ont rien à voir. Alexandra? Moi, je ne crois pas que le débat de 2026, en tout cas ceux qui pensent que ce sera les pro-bagnoles contre les anti-bagnoles, se plantent totalement. Je pense que ce n'est pas le sujet. Et ça fait longtemps que ça ne l'est pas. Et je pense que les gens qui ont cette vision politique se trompent complètement de sujet. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une réduction de la place de la voiture dans les centres-villes. En revanche, quand on dit à l'international, c'est le cas, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, en fait, c'est simplement un manque criant d'ambition. Quand vous regardez ce qui se passe à Singapour, quand vous regardez ce qui se passe dans les grandes villes australiennes, quand vous regardez ce qui se passe même dans les villes européennes, c'est pas forcément on vire la voiture et on met tout le monde à vélo. Pas du tout. C'est simplement à chaque fois un développement des centres-villes qui est bien pensé, qui est pensé pour la vie des gens. Là où ça coince, c'est quand on fait du dogme et quand on dit on change tout, on efface la voiture, on veut plus qu'elle existe. Le dogme, c'est 80% de l'espace urbain consacré à la voiture, là où il y a des habitants. Oui, ça, c'est du quand dogme. il y a 10% des gens qui sont à vélo, tout le monde ne va pas aller à vélo. Non, mais il se passe pas une 100% des gens qui sont à vélo. pied. Il y a 100% des gens qui sont à pied en centre-ville. Oui, mais moi, je suis à pied tout le temps, je suis en centre-ville, je suis tout le temps, et quand j'ai besoin de ma voiture, je prends ma voiture parce qu'on ne peut pas aller, les transports en commun ne sont pas satisfaisants, ils ne sont pas là tout le temps, etc. Encore une fois, on est dans des situations où on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas investi suffisamment sur le métro. Alors bien sûr, maintenant on peut faire des rattrapages, on peut avoir des visions, qui préfère le tramway, qui préfère le métro, qui veut... Oui, il faut des pistes cyclables, tout le monde est d'accord sur ça. Ce qui se passe à Lyon, là, c'est pas ça. Le problème, c'est trop vite, trop fort, et un changement qui est complètement décalé. Je pense que la clé, en 2026, ce sera le bon sens, et des gens qui vont enfin remettre du pragmatique dans tout ça. Il faut arrêter d'opposer les gens, on va arrêter d'opposer les cyclistes ou les chauffeurs, les conducteurs de voitures, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ce débat n'existe pas. Vous êtes sur la même ligne que Dominique Perben quand il disait sur les berges, foi du bon sens, gardons un peu de stationnement sur les berges. On est en 2025, Raphaël. Est-ce qu'on peut avoir un débat apaisé sur ces sujets et arrêter de vouloir expliquer que les gens sont trop ci ou trop ça? Ce que je pense simplement, c'est que c'est un débat qui est très avantageux pour les écologistes. Et qu'effectivement, la droite n'a aucun intérêt à aller dans un débat voiture
voiture contre piéton, parce qu'en réalité, dans le centre-ville électoral, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui se passent de voiture et pour qui le discours des écologistes c'est pas vrai, puisque précisément les défenseurs de Lyon, dans leur étude, ils ont bien révélé qu'aujourd'hui, 52% des usagers utilisent toujours la voiture au quotidien. Donc en fait, encore une fois, ça c'est toujours des... Il faut faire attention quand même quand on fait un sondage, on interroge des gens dans la rue, ça permet pas de tirer des Alors, c'est pas des gens dans la rue, c'est une enquête en ligne. La même enquête en ligne qui est sur le site de la métropole et qui recueille beaucoup moins d'usagers. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. En tout cas, ce que je note dans ce sujet, c'est que la métropole ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Alors, on n'arrête pas de nous expliquer avec cet exécutif que c'est le mandat de la concertation des gens. C'est pas vrai. Ils ont des moyens aujourd'hui, des moyens d'une grande collectivité. Je rappelle que, mais la métropole, c'est 4,5 milliards d'euros de budget annuel, un service communication conséquent, et c'est pas moi qui vais taper sur les services communication, je pense que c'est extrêmement utile dans un exercice démocratique. On nous dit qu'il y a une plateforme de concertation, mais elle est consultée par personne. Quand on regarde les nombres de gens qui ont participé, Grand Lyon, jeparticipe.com, qui est l'instance de concertation suprême des écologistes, il n'y a personne qui participe. Et quand on voit qu'une initiative de la société civile, qui dit bien qu'elle n'est pas institut de sondage, mais qui fait l'exercice de faire une enquête en ligne très neutre pour au moins avoir un pouls de température, là on dit « Ah ben non, mais ça compte pas ». Alors il faudrait savoir. Non, soyons sérieux. Encore une fois, pour répondre à votre question, moi je pense que le débat ce sera du pragmatisme, de l'apaisement et surtout des gens qui aiment leur ville et qu'on arrête de faire la ville uniquement pour une petite catégorie de gens. La ville, elle doit être pensée pour tous ses habitants, de 0 à 99 ans, et pas uniquement pour servir une petite clientèle électorale qui, je le rappelle, était quand même un petit socle sur les élections de 2020. Tim. Le problème, c'est que tout à l'heure, on parlait des personnes qui viendraient de l'Ain, etc. Mais effectivement, les Lyonnais utilisent leur voiture. En fait, c'est complètement ahurissant de dire « Ah là là, tout le monde va prendre son vélo ». C'est impossible. Si vous habitez dans le 8e, que vous travaillez dans le 9e, que vous avez 3 enfants à poser à l'école, vous ne pouvez pas le faire en vélo, vous n'allez pas le faire en transport en commun. Il faudrait encore que les transports en commun, on puisse les prendre en sécurité. Vu le nombre d'agressions qui se passent en permanence, aujourd'hui, les Lyonnais eux-mêmes, moi je le vois au niveau des jeunes, ils passent le permis, même en étant à Lyon, ils veulent avoir une voiture, même si ça coûte super cher, parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer tard le soir. Et ça, les écolos, ils ne l'ont jamais envisagé. Je me souviens dans la campagne en 2020, Grégory Doucet nous expliquait que les Lyonnais, ou en tout cas les Rhodaniens, allaient laisser leur voiture à Vénissieux sur des parkings et venir en transport en commun. Qui pense ça quand on voit que, on n'a toujours pas les parkings, que les voitures sont abîmées? C'est n'importe quoi. Et on n'a pas évoqué, mais le sujet de la ZFE, c'est aussi un des sujets centraux. Moi, je pense par contre que effectivement, le sujet de la ZFE, donc un peu des voitures, sera central sur cette élection parce que les municipales seront couplées avec les métropolitaines, surtout sur Lyon, étant donné qu'il y aura tous les gros partis qui seront représentés, et que là, ça sera le moment effectivement de faire un moratoire pour ou contre. Sur le côté, justement, sur cette enquête, je pense qu'on ne va pas assez loin. Il ne faut pas demander qu'aux Lyonnais aussi, il faut demander à tous les habitants de la métropole de Lyon et même de tout le bassin lyonnais. C'est-à-dire qu'effectivement, par contre, là, les habitants de l'Ain qui sont proches sont concernés par toutes les mesures restrictives. Les habitants de la Loire, même du Beaujolais, tout ça, tout le monde est concerné par ces mesures. Et on ne peut pas laisser les écolos faire ça. Le dogme qui veut que on puisse faire tout en vélo ou à pied, c'est peut-être bon pour un prof quarantenaire célibataire, mais ça s'arrête là. Allez, on avance sur notre troisième sujet qui concerne les élections municipales anticipées à Francheville, le premier tour. C'est ce dimanche. On a 4 listes qui représentent bien l'offre politique actuelle, même si tous les candidats font tout pour cacher leur étiquette. On a l'Union de la gauche, la Macronie, les Républicains et l'extrême droite. Est-ce que ça peut nous donner une indication pour 2026 sur la forme des forces en vigueur dans l'agglomération, ou est-ce qu'on va se contenter de regarder ça de loin, Tim ? Du coup, pour commencer, je pense que ce qui va être intéressant sur ces élections municipales, enfin ce qui aurait pu être intéressant, c'est s'il y avait eu le Rassemblement national, justement pour voir, suite aux européennes et suite aux législatives, il y a quand même eu un bond, 2 circonscriptions qui tombent au RN et même 2 seconds tours à Lyon, de voir justement si ça se concrétise au municipal. À titre personnel, je pense que ça va se concrétiser, mais ce serait quand même intéressant de voir. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de liste du RN, c'est un peu dommage. Ensuite, ces élections, elles vont permettre par contre de voir sur si les écolos vont être plébiscités ou au contraire vont se faire dégager sur le côté. Ça va être intéressant. Le reste, bon,
Vous disiez une liste oui, d'extrême droite. Oui, effectivement, ce sera un candidat Reconquête, on ne sait pas trop, LR. Je pense que ça ne va pas être très intéressant. Et au final, sur une commune de 10 000 habitants qui est vraiment en périphérie de la métropole, je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de tout ce qui va se passer dans un an. Romain, vous allez passer votre dimanche à Francheville dans les bureaux de vote ou sur votre canapé? Je pense que si c'est que l'un ou l'autre, je serai sur mon canapé, oui. Si je peux avoir un petit peu de marge, j'irai marcher à Miribel-Jonage. Mais bon, après, c'est vous qui décidez. Hein. Non, mais après, il y a... effectivement, quand vous regardez la législative partielle de Grenoble, la semaine dernière, dans la première circo dans l'Isère, ouais, on voit bien qu'il y avait quand même une énorme mobilisation nationale autour d'une élection partielle qui est bon... et en même temps, on est sidéré de voir le résultat, parce que on se dit, mais ça dit quoi? C'est une circo qui a été celle de Olivier Véran, donc ministre de Macron, qui a été prise par la LFI et qui là repasse à LREM avec une augmentation assez nette des scores de la droite classique. Mais un effondrement de la participation. Hein. Oui, alors un effondrement de la participation, mais je veux dire qu'il n'y a aucune raison que la participation frappe un camp plutôt que l'autre. Donc ça, c'est pas très net de savoir pourquoi. Donc, enfin, on voit, personne ne dit c'est bon, qui ne s'est pas mobilisé. Enfin donc on a beaucoup de mal à voir ce que ça veut dire au niveau national. Et c'est exactement la même chose là, sauf que finalement personne ne s'est mobilisé, sauf l'exécutif de la métropole qui a clairement montré son soutien à Hélène de Vivier. Mais par ailleurs, comme personne d'autre n'a bougé, sauf 2-3 tweets. Béatrice de Monti a fait un tweet en disant je soutiens Claire Pouzin. Claire Pouzin. Alors j'ai été surpris. Raphaël. Alors moi je passerai pas mon week-end à Francheville. Non mais personne ne vous le propose à vous, hein. C'était à moi. C'est fou ça. Parce que moi je serai samedi à la librairie Expérience pour dédicacer ma BD. Allons-y, ok, d'accord, samedi. Il est malin. Il est malin. Mais ça reste une élection qui est intéressante, comme tout scrutin intermédiaire. En fait, ce qu'elle raconte, c'est une commune qui a longtemps été gérée à contre-courant par un socialiste, un des premiers maires qui assumait ouvertement son homosexualité, et qui était un peu anachronique dans ce secteur, qui avait plutôt des maires de droite, et puis qui est redirigé par la droite depuis une dizaine d'années. Mais les écologistes espèrent gagner ici, ils espèrent gagner sur tout le secteur voisin, et notamment à Oullins, qui n'est pas très loin. Donc ce sera un bon indicateur en fait, de leur capacité à sortir du centre-ville ou pas. S'ils gagnent ici, c'est un bon signe pour eux. Après, ça reste une élection partielle. Effectivement, on ne pourra pas tirer non plus trop de conclusions parce que c'est quand même une situation politique un peu particulière avec une mairie sortante qui est divisée en 2 listes. C'est toujours compliqué dans ces situations-là pour les sortants. Sur Francheville, faut quand même rappeler que même si les écolos veulent faire ça, aux dernières élections européennes, c'est quand même le RN qui est en tête à Francheville, alors collé avec la Macronie. Donc c'est vrai que ça va quand même être compliqué pour eux d'essayer de vraiment faire tomber une commune comme ça. Alexandra. Moi, je partage un petit peu l'analyse de Raphaël. Vous voyez, ça s'est apaisé. Non, mais c'était pas spécialement. Non, mais c'est vous qui avez apaisé. Hein. Non, je partage un peu l'analyse de Raphaël. Ceci dit, alors d'abord, moi je ne lis pas dans le noir de café, donc je me garderai bien de tout pronostic et on va voir. C'est une partielle, c'est compliqué, la mobilisation, on sait que c'est jamais forcément spécialement au rendez-vous. En revanche, l'indicateur, alors est-ce que les électeurs écologistes vont s'y retrouver? Parce que finalement, les écolos ont beaucoup changé d'opposition sur cette destination, puisque ils poussaient ce projet de méga chaufferie à bois qui est à la frontière entre Francheville et Sainte-Foy. Et puis quand ils ont vu que finalement il y avait là, ils ont écouté les gens, pour une fois. Quand ils ont vu qu'il y avait une réunion publique, il y avait 600 personnes qui râlaient. Et finalement, ils ont fait un rétropédalage. Et pour un projet qui était l'urgence climatique, non, là, c'était pour sauver la planète. Mais du coup, pour sauver la planète, on a réfléchi, on s'est dit, non, non, c'est pas la bonne énergie. Donc, vite, on fait un rétropédalage. Donc, je ne sais pas si les électeurs vont s'y retrouver eux-mêmes. Mais oui, ce sera un indicateur. Je suis d'accord avec Raphaël. Ils essayent d'aller conquérir eux aussi le paquebot Francheville, la petite ceinture. Donc oui, on verra, là, on fera les analyses. Ça fait 2 fois qu'ils rétropédalent à Francheville. Il y avait le téléphérique aussi. Donc ils écoutent. Oui, Francheville, quand ils n'ont pas le choix, en fait. Ils écoutent en période électorale, quoi. Je vous rappelle qu'à Sainte-Foy, ils ont quand même fait un référendum. Alors pour le coup, c'est la maire qui avait organisé un référendum qui a eu un taux de participation gigantesque et qui avait voté à 90% contre. À un moment, là, ils sont quand même face à un mur. Surtout, il y avait le maire de Francheville qui était pour au départ et qui a changé d'avis et qui est devenu contre. Donc,
Oui, mais là, il n'est plus dans l'équation, quand il y a parce qu'il ne des- se représente pas. quand il y a des choix Enfin, d'investissement plus dans l'équation, j'ai l'impression que dans un an, il sera là quand même. Hein. L'avenir nous le dira. Enfin, il avait l'air d'être quand même très désireux de revenir un jour, très vite, quoi. Ça sera à suivre. Je vous propose un quatrième sujet qui nous a été proposé par Romain Mel, je le dénonce, donc c'est lui qui va prendre la parole en premier. C'est concernant les élus qui quittent X, qui quittent l'ex-Twitter, après les prises de position de son propriétaire Elon Musk. Alors on a vu qu'à Lyon, c'était assez partagé à gauche, que vous aviez beaucoup d'écologistes qui avaient quitté X pour se concentrer notamment sur Blue Sky, mais d'autres sont restés, notamment Bruno Bernard. Il y a également des socialistes importants, comme la députée Sandrine Runel ou le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevenel, qui ont quitté X. Qu'est-ce que ça dit finalement, cette désunion, parce que les insoumis, eux, restent totalement sur le réseau social. Qu'est-ce que ça dit, Romain Mel? Enfin, en tout cas, effectivement, on voit bien que Grégory Doucet, qui devrait... Allez-y, continuez. Hop là. On voit bien que Grégory Doucet, qui devrait être celui qui répond pour rebondir sur le premier sujet, qui devrait être celui qui répond à Olas, peut plus répondre à Olas puisqu'il est parti de X. Donc il est obligé de se concerter avec sa bande pour savoir qui le prend. Alors après, effectivement, Bruno Bernard, enfin, on voit qu'il y a quand même des pratiques différentes de X, et que Bruno Bernard, il a toujours une pratique très, je défends mes politiques, je fais des longs fils où j'explique pourquoi je fais telle chose et tout ça, alors que Grégory Doucet, il avait quelque chose d'un peu plus politique. Et effectivement, ça doit être pénible de se faire tout le temps insulter, alors que Bruno Bernard, finalement, il dit oui, alors on va faire passer là, on va planter un arbre, et ça offre moins de prise à la polémique. Il faut descendre 50 slides pour commenter. Exactement. C'est un peu plus long. Ouais. Exactement, il faut se taper 50 slides, et ça fait un dossier de presse énorme, donc à la fin, les gens sont épuisés, ils répondent pas. Raphaël, sur ce sujet? Il y a plusieurs choses. C'est que Twitter, je ne pense pas que ce soit un réseau social qui soit décisif électoralement. Je ne pense pas qu'on arrive à convaincre Elon les gens Musk de changer de camp. C'est très important pour le débat public. Parce qu'effectivement, c'est un réseau qui est très suivi et relayé pour les polémiques qu'il peut y avoir sur les médias. Donc, ce sont des débats qui vont exister par ailleurs. Mais ce n'est pas spécifiquement sur Twitter qu'on fait une campagne. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils avaient effectivement... beaucoup de choses à gagner à être dans la polémique sur Twitter. Certainement que non, au contraire. Après, derrière, il y a une vraie question de fond qui est au final une vraie question de souveraineté aussi pour nous face à ces réseaux numériques qui essayent en train de nous imposer leurs règles sur la liberté d'expression. On a des règles en France, en Europe, et moi je trouve ça plutôt extrêmement positif, qui interdisent le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme dans les prises de position. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises américaines qui veulent nous imposer leurs règles, et qui, globalement, ont déjà plutôt réussi à le faire ces dernières années sur leurs réseaux sociaux. Il y a une bataille un peu européenne pour arriver à les faire plier et leur imposer que sur notre territoire, ce sont nos règles qui s'appliquent, avec des amendes qui arrivent au niveau de la Commission européenne. On peut dire que tout ça est très long, mais en tout cas, c'est plutôt une bataille qu'on est en train de l'emporter sur notre territoire. Et là, avec des multinationales qui sont dans une logique vraiment de bras de fer avec nous. Donc, je trouve que les élus posent cette question-là, de savoir s'il faut rester sur Twitter, et en tout cas, dire qu'il ne faut pas y avoir de naïveté sur ces questions qui sont des vraies questions de souveraineté. Je trouve que c'est un débat qui est utile. Est-ce que c'est vraiment ces questions-là qui posent, et pas plutôt de fuir des comportements toxiques et des insultes qui subissent au quotidien? Oui, mais dans des parties, tous ces comportements toxiques, la plupart sont illégaux. Le vrai problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être régulés sur les réseaux sociaux. Et que vous voyez que dans la logique, même on pensait arriver à faire réguler les réseaux sociaux par les opérateurs eux-mêmes, par Facebook, et vous voyez bien que là, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire que dans les décisions concrètes de Facebook, Meta la semaine dernière, de dire qu'ils arrêtent de réguler, typiquement, jusqu'à présent, il y avait quand même des choses qu'ils enlevaient. Ils laissent beaucoup de passer de propos, mais par exemple, si vous comparez les noirs à du matériel agricole, c'était modéré. Ça ne l'est plus. Si vous qualifiez les gens intersexes, transgenres, vous utilisez le qualificatif ça, c'était modéré. Ça ne l'est plus. Si vous comparez les femmes à des objets du quotidien, c'était modéré, ça ne l'est plus. Vous voyez, comme des conséquences qui ne sont pas neutres dans le débat public. Tim ?
Pour répondre directement, là, c'était pas modéré, ça sera peut-être plus modéré, d'accord, mais il y a toujours la loi et la justice. Hein, donc si votre propos est condamnable, vous pouvez quand même porter plainte et avoir des... Je sais que par exemple, il y avait un élu qui s'était fait... qui avait été condamné parce qu'il y avait un commentaire sur une de ses publications qui insultait quelqu'un. Et donc ça le concernait même pas, c'était pas lui, c'était Julien Sanchez, pour pas le citer, qui avait été condamné pour ça alors qu'il était pour rien. Je pense que déjà, premièrement, sur les élus qui quittent Twitter, tout le monde s'en fout, concrètement. Personne n'en a rien à faire de savoir qui quitte. Quand Sandrine Rousseau nous annonce ça, super, ça n'a changé le quotidien de personne. Je pense que les 3/4 des Français ne sont pas sur Twitter. Effectivement, je vois pour les campagnes électorales, les gens sont beaucoup sur Facebook. Alors c'est vrai que les jeunes sont plutôt Instagram, mais les gens sont sur Facebook. Nous, je vois par exemple avec la députée pour laquelle je travaille, si on veut toucher les électeurs, on va sur Facebook. Donc Twitter, vraiment, ça touche personne. Après, c'est assez drôle de voir, en fait, effectivement, tous ces élus de gauche qui décident de quitter au moment où ils sont plus majoritaires sur une plateforme. C'est-à-dire que les grands défenseurs de la démocratie, du débat, finalement, on ne veut plus débattre. Et les derniers points que je trouve très choquants, c'est, par exemple, que des élus, à titre personnel, aient envie de quitter. Ils font ce qu'ils veulent, qu'ils soient sur Instagram. Mais que, par exemple, des comptes comme la Ville de Lyon, des médias, des chercheurs quittent, là, je trouve que c'est grave. Ils sont pas propriétaires des comptes, ils sont pas propriétaires de leurs administrés. Et là, ça pose un vrai problème de fond, par contre. Alexandra ? Oui, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le... moi, je suis pas une grande passionnée par Twitter. J'aime pas ce réseau spécialement parce qu'il est trop court. On peut pas vraiment exposer. C'est vrai que vous n'avez jamais vu un trade de Bruno Bernard. Et si, alors j'allais dire justement, je souligne la qualité de ce qu'il fait parce que pour le coup, c'est un des rares qui essaye vraiment d'expliquer. Enfin, son community manager est excellent, il faut le reconnaître, et il est vraiment dans la pédagogie. Il explique des tas de choses. Il répond à tout le monde en plus. Moi, ce qui me heurte un petit peu, c'est, alors je suis d'accord avec vous, Sandrine Rousseau qui nous dit attention, je vais partir, retenez-moi si je fais un malheur, et hop, je pars. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce sont des canaux d'information et ce sont des canaux de communication. Ça ne change rien dans les campagnes électorales, je suis d'accord, ce sont des biais de confirmation. On sait très bien, les réseaux sociaux, c'est juste agréger sa communauté et faire vivre sa communauté. En revanche, ça permet effectivement d'exprimer des outils, d'exprimer des idées, des messages. C'est un outil hyper puissant quand on veut faire de la veille et d'aller voir quelles sont les déclarations des uns et des autres. Donc c'est intéressant. Ce qui me gêne plus, c'est l'incohérence. On ne peut pas, encore une fois, se dire être des grands démocrates quand ça nous arrange, en même temps bloquer tous les gens dont on ne veut pas avoir les commentaires sur son fil, et pas uniquement parce qu'il y aurait des insultes, parce que sinon ce serait trop facile. Donc effectivement, c'est toujours pareil, c'est un petit peu la même mécanique que les écologistes qui dénoncent la publicité dans l'espace public, et puis Bruno Bernard qui se retrouve en 4x3 non, c'est pas un 4x3, arrêtez. Il y a des 4x3 Alexandra, il n'y a pas de 4x3. Avec la couverture du net. Mais c'est des 1x2, enfin 1,5. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, il faut être cohérent. Et c'est ça que les gens dénoncent, les gens en ont marre, et je pense que malheureusement, ça, à chaque fois qu'on fait ce genre de truc, on éloigne encore un petit peu plus les citoyens électeurs des représentants publics. Moi, ce qui m'amuse, c'est de parler de Sandrine Rousseau et de Bruno Bernard. On est vraiment sur deux versions très différentes de l'usage des réseaux sociaux. Et je pense qu'en réalité, Bruno Bernard est plutôt content de voir Sandrine Rousseau quitter le réseau, parce que en fait, elle fait partie de ceux qui utilisent les réseaux, pour mobiliser leur camp et mobiliser leurs adversaires. Donc elle est très efficace, Sandrine Rousseau, alors qu'elle représente une minorité chez les écologistes. Tout à fait. Le visage. Après, chez les écologistes, il y a un peu que des minorités. Heureusement. Il n'y a pas vraiment de majorité. En tout cas, à chaque fois, elle a perdu les élections internes chez les écologistes. Donc elle est vraiment une minorité chez les écologistes. Mais on a l'impression qu'elle a une incarnation qui est extrêmement forte. On la voit beaucoup plus sur les plateaux qu'un Bruno Bernard, qui a des responsabilités au sein des écologistes qui sont autrement plus importantes. Et on le doit à sa capacité à faire des polémiques, ce qui fait que les médias qui aiment bien les polémiques, et particulièrement les polémiques avec l'extrême droite, adorent Sandrine Rousseau, parce que chaque fois, ça mobilise tous les comptes d'extrême droite, donc ça fait un sujet dont on peut débattre. Moins Bruno Bernard, qui effectivement est sur une défense des politiques qui mènent, publiques, de fond. Là, on pourrait avoir du débat politique intéressant, mais moins de polémiques. Romain, vous avez exigé le sujet, puis on vous a pas entendu. Mais comment ça, vous m'avez donné la parole en premier? Oui, mais on a déjà tous oublié ce que vous avez dit. Bon, alors je vais dire quelque chose de vraiment marquant. Il est temps que Bruno Bernard tweete quelque chose sur l'incapacité qu'ont les hommes à faire autre chose que des barbecues. Et quand Bruno Bernard dira « trop de barbecue », c'est à la fois du masculinisme, de l'anti-véganisme, et là, on verra qu'il prend la place de Sandrine Rousseau en partie.
mais qui continue. Et puis Valentin Lugenstrass aussi, il faut que je dise, Valentin Lugenstrass, heureusement qu'il est là pour sur Twitter, faire des beaux messages. La suite de Sandrine Rousseau, comme ça au moins. Enfin, non, prendre une suite de Sandrine Rousseau, mais matiner quand même d'un petit peu de localisme. Parce que c'est vrai que Sandrine Rousseau... Allez, c'est la fin de cette émission. C'est bon là ? Merci beaucoup Romain Metz et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, l'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.